La France a gagné. La France a gagné sa quart de finale, son quart de finale face au Maroc. Allez les Bleus, bien sûr, 2-0, très beau match. Vous avez regardé le match? Moi, oui. On va parler foot aujourd'hui, c'est la Coupe du Monde de foot, comme vous le savez. J'adore le football. Je suis pas un gros footeur. Je dis j'adore le football, mais en vérité, bon, les vrais passionnés de foot, même pas que les vrais, juste les passionnés de foot, ils me considèrent pas comme un footeux, ils ont raison. Ils ont raison. Donc voilà, je fais un petit disclaimer, à tout hasard. Mais on va quand même parler de foot aujourd'hui. Parce que c'est la Coupe du Monde et pourquoi pas. Et on va parler de France-Maroc, du coup, et on va plus précisément lire cet article. Analyse. Article de Mediapart de Younes Abzouz. France-Maroc, comment le football bat en brèche les discours anti-immigration. Composée en majorité de binationaux, l'équipe marocaine illustre le caractère pluriel et non exclusif des identités nationales contemporaines. Intéressant. Où se combine sélection sportive, attachement au pays d'origine, comme à celui d'adoption. Donc on va parler de foot, mais on va pas juste parler de foot, quoi. Voilà, on va pas parler de est-ce que le 4-2-3-1 de Deschamps c'est efficace face à l'Espagne mardi. Non. On va parler politique et société à travers le sujet du football. Et c'est ça qui est trop bien avec le foot en vrai. Le foot c'est tellement immense, tellement gigantesque, international, puis c'est le sport populaire en Europe par excellence. En Europe et en Amérique du Sud et dans plein d'endroits, quoi. Pas partout. Mais c'est quand même le sport populaire par excellence. La finale de Coupe du Monde, c'est l'événement télévisuel qui a le plus de téléspectateurs. Bon, il y a à peu près 1 milliard de téléspectateurs sur une finale de Coupe du Monde. C'est voilà quoi. Et il y a des gens qui vraiment qui vivent, mangent, respirent foot toute leur vie quoi. Juste en t'intéressant au foot, tu peux t'intéresser à tellement de sujets à travers le foot que c'est fascinant et c'est passionnant quoi. C'est vraiment passionnant. Pour réfléchir à juste la société, on va dire de manière générale, à travers le sujet du football. C'est infini, quoi. C'est infini. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Frère, t'as pas fait ton lancement, non? Comment ça? Quel lancement? Mon intro? Quel lancement? Ça veut dire quoi, ça? Politisons le football. Bah ouais, de toute façon, le sport est politique. Évidemment. De toute façon, on parle de politique sur cette chaîne. Tout est politique. Hein? Évidemment. Oui, l'intro. Si, j'ai fait mon intro. Juste qu'elle était tellement naturelle que t'as même pas capté que c'était une intro. Poussez la vidéo, les petits gars, sur YouTube. Ouais, c'est ça. Exactement. N'hésitez pas sur YouTube à liker la vidéo, partager, mettre un commentaire et dire allez les bleus en commentaire. Voilà. Et vous pensez on va jouer contre la Belgique ou l'Espagne? Dites-le en commentaire. Voilà. Je regarderai le match ce soir d'ailleurs. Belgique-Espagne, j'ai hâte. Et j'ai très hâte pour Norvège-Angleterre. Je pense que le match va être vraiment bien. Je pense que ça va être un beau match. Et après, il y a Argentine-Suisse. Mais Argentine-Suisse à 2h du mat, le dimanche soir. Donc je pense que je vais pas le regarder. Parce que c'est trop tard. Voilà. Allez les Suisses. Ah oui, on est contre l'Argentine ici. On est français par ici, on est contre l'Argentine. Moi je suis patriote. Et être patriote en football, c'est détester ces putains de racelards d'Argentins de merde. Alors certes, Lionel Messi est le GOAT. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Peut-être, oui. Peut-être que Messi est le GOAT. Mais son équipe, on la déteste car nous sommes français. Voilà. Bref, allez, c'est parti. On va lire l'article. On dit que la Norvège gagne. Vous êtes pour la Norvège ou l'Angleterre? Moi, c'est le genre de match, si la Norvège gagne, je serais content parce que je serais en mode genre, ah, cool. C'est bien. Norvège en demi-finale, incroyable. Belle équipe, la Norvège. Puis en plus, c'est leur. Ça faisait depuis les années 90 qu'ils n'avaient pas fait de Coupe du Monde, un truc comme ça, quoi. Puis ils ont Haaland incroyablement fort et tout. Enfin, je sais pas. Moi, j'aime vraiment bien cette équipe de Norvège. J'aime qu'ils aillent le plus loin possible. Mais j'aime bien aussi cette équipe d'Angleterre. Voilà. Parce que l'Angleterre, pour ceux qui savent pas, il y a une malédiction avec l'équipe d'Angleterre. Pourtant, l'Angleterre, c'est le pays de foot par excellence. Enfin, non, il y a le Brésil et tout, quoi. C'est pas le seul pays de foot. Mais l'Angleterre, c'est vraiment un pays de football de fou, quoi. Et pourtant, en Coupe du Monde, à chaque fois, alors qu'ils ont souvent plein de très bons joueurs, ils n'arrivent pas à faire des belles perfs en Coupe du Monde. Je ne sais pas ce que c'est que le super profil. La dernière fois qu'ils ont gagné une Coupe du Monde, c'était en 1966. Voilà. Donc j'ai aussi un vœu qu'ils aillent le plus loin possible. Même s'ils gagnaient la Coupe du Monde, je serais content parce que du coup, ça veut dire qu'ils ont levé leur malédiction et tout, et je serais heureux pour eux. Mais j'ai envie que la France gagne la Coupe du Monde. Voilà. Mais typiquement, une finale France-Angleterre, je serais en mode genre oh. Une finale France-Norvège, je serais en mode genre oh. Et une finale France-Argentine, je serais en mode genre oh. On va les niquer. Voilà. Bon, bref. En tout cas, là, on va parler de France-Maroc. Le match d'hier soir, 2-0. Pour la France. Alors, j'ai vu des images assez chouettes. Si quelqu'un peut m'envoyer les liens dans le chat. Je sais pas, c'est peut-être Hugo Décrypte qui avait posté ça sur Instagram, je me souviens plus. Ou dans Paris, je sais pas si c'était dans Paris, mais je pense que c'était dans Paris. Des célébrations de Français avec des Marocains, enfin des Franco-Marocains, quoi. Mais tu vois des gens maillot de l'équipe de France, des gens maillot de l'équipe du Maroc, bras dessus, en train de faire ouais,
Ouais, c'est des belles images, quoi. C'est des belles images. Et je pense que ça illustrera à merveille cet article, finalement. Oui, c'était sur Paris. Vous avez vu les mêmes images que moi? C'était chouette. Ça, c'est des images qu'on veut voir dans le football. Voilà, c'est bon enfant. Surtout qu'il y avait tout un tas de gens, là. Probablement les racelards qui étaient en mode genre France-Maroc, ça va être un bordel, là. Ça va être le bordel, France-Maroc, hein. Oh là là, que le Maroc qui gagne ou il perd, ça va être le bordel, hein. Alors, attendez-vous à des véhicules cramés, hein. Ah, ça va foutre le sbeul. C'est des Arabes, hein, quand même, hein. Voilà, il y avait pas mal de gens en France, les racistes, hein, qui disaient un petit peu ça. Typiquement, France-Maroc, oh, laisse tomber le bordel. Bah, au final, non, on a vu des très belles images de supporters marocains et français, et franco-marocains, du coup, fatalement, bras dessus, en train de célébrer ensemble, quoi. C'est chouette. Vive le foot. Voilà, donc on va parler de ça justement, France-Maroc, comment le football bat en brèche les discours anti-immigration en se focalisant sur l'équipe du Maroc, parce qu'il y a beaucoup de binationaux dans l'équipe du Maroc, et en particulier de binationaux franco-marocains qui ont choisi de jouer avec l'équipe du Maroc, et pas juste parce qu'ils étaient pas assez bons pour jouer en équipe de France ou je ne sais quoi, genre, voilà. C'est parti. Une fois n'est pas coutume, le Maroc affronte jeudi soir une nation que plusieurs de ses joueurs auraient pu représenter. Après les Pays-Bas, où 3 joueurs marocains sont nés, puis le Canada, pays de naissance du gardien chérifien, plusieurs binationaux vont retrouver la France en quart de finale de la Coupe du Monde. Pas moins de 7 joueurs marocains y sont nés, faisant de l'Hexagone le pays le plus représenté dans l'effectif des Lions de l'Atlas. Au total, 19 des 26 joueurs qui composent le groupe marocain sont nés hors des frontières du royaume, contre 16 en 2022, au moment de l'épopée historique des Lions, jusqu'en demi-finale de Coupe du Monde. Une première pour une nation africaine. Lors du match nul face au Brésil en match d'ouverture, le Maroc a même évolué pendant 25 minutes avec 11 internationaux nés à l'étranger sur la pelouse. La stat est assez folle, hein, quand même. La stat est assez folle. Et c'est vrai que ça montre une définition de la nationalité qui est différente, quoi. Voilà. À un moment donné, les 11 joueurs marocains présents, ils étaient tous nés hors du Maroc. Est-ce que ça faisait d'eux des faux Marocains? Bah non. Bah non, en fait. La nationalité, c'est pas juste l'endroit où t'as vécu, l'endroit où t'as grandi. Voilà, dans le monde d'aujourd'hui, la nationalité, c'est un truc qui est plus fin que ça. Et on peut être franco-marocain, typiquement, on est autant français que marocain. Et c'est OK, il n'y a pas de souci avec ça. Moi, je trouve ça chouette. Voilà, c'est un monde un peu plus cosmopolite, en vérité, qui est en train de se dessiner face à nous, suite à toute cette phase de décolonisation. Tant mieux. Voilà. Moi, j'aime la vie cosmopolite. Parce qu'on est de gauche ici, normalement, les frontières, en mode genre. Voilà. Alors, c'est pas ne pas aimer les identités nationales, les gens qui sont en mode je me sens français, je me sens marocain, je suis fier de mon pays, etc. C'est pas ça. Ça, c'est pas un souci en soi. Le souci, c'est le nationalisme, et le souci, c'est les frontières. Vous voyez? C'est ça le souci. Mais justement, si on a un monde où il y a une décorrélation, on va dire, entre le sentiment national et la nationalité, et l'endroit où on vit, et les frontières, bah moi je trouve ça chouette. Voilà, on vit dans un monde avec plein de déracinés, mais enracinés dans leur cœur finalement, quoi. Moi je trouve ça chouette. Le patriotisme ouvert face au nationalisme fermé, ouais, c'est un peu de ça. Voilà. Après, c'est peut-être mon côté un peu. Peut-être mon côté un peu juif qui ressort quand je dis ça. Premier degré, hein. Je dis ça premier degré parce que les juifs, historiquement, c'est un peuple diasporique et leur identité juive, leur appartenance à un peuple juif, à une communauté juive, se base pas sur l'endroit où ils vivent, quoi. Et justement, Israël est venu casser ce truc-là pour beaucoup de juifs dans le monde et c'est pour ça qu'Israël, ça pue la merde. Enfin, c'est pas que pour ça qu'Israël, ça pue la merde, évidemment. Ça pue surtout la merde parce que c'est un état colonial qui fait un génocide à Gaza, etc., etc., etc. Mais du point de vue juif dans l'histoire, Israël, justement, c'est pas ça. Ça assigne une identité juive à un territoire, à l'appartenance à une nation. Alors que historiquement, l'identité juive, c'est pas fait comme ça. Je veux dire, il y a eu des millénaires d'identité juive qui ne s'est pas perdue, alors que les juifs, ils vivaient un peu partout en Europe, quoi, et puis aux États-Unis. Moi, je trouve ça beau en vérité. Je trouve ça trop beau qu'un peuple ou des peuples, des communautés puissent avoir une identité et qui ne dépendent pas d'un territoire. C'est un déjà là internationaliste. Vous voyez? Moi, je trouve ça beau. Pas besoin d'être juif pour ressentir ça. Non, mais oui. Mais je veux dire, y a un sujet là-dessus avec les juifs historiquement depuis des millénaires, quoi. Voilà. Et moi, en tant qu'Européen d'origine juive, c'est un truc auquel j'ai un peu réfléchi et voilà. Bref. Il y a même un antisémitisme diffusé par Israël vis-à-vis des juifs diasporiques. Bah, évidemment, c'est un des trucs centrales dans la propagande sioniste, quoi. Voilà. C'est que des juifs diasporiques, donc ne vivant pas en Israël, selon les critères d'Israël, qui seraient critiques d'Israël, au final, c'est des faux juifs, quoi. Voilà. De toute façon, la sécurité des juifs dans le monde est dépendante de la sûreté de l'État d'Israël, etc., etc., etc. Ce discours-là, évidemment, ça dégage. Voilà. Mais ça, après, c'est qu'il y a plusieurs manières de voir l'antisionisme, typiquement. Pour un juif, il voit l'antisionisme par rapport à sa propre identité juive aussi, sur ce que ça veut dire d'être juif.
Alors que des gens qui sont des goïs, des gens qui sont pas juifs, ils vont voir l'antisionisme d'une manière un peu différente. L'antisionisme, c'est en mode genre je suis contre Israël et pour la Palestine. Mais pour un juif, souvent, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas le même affect, c'est pas le même ressenti, c'est pas la même réflexion. Voilà, c'est un truc qui est aussi identitaire. Et quand je dis identitaire, c'est pas un gros mot, quoi. Bon, voilà. Et donc, c'est peut-être un peu de ça aussi dont on va parler cet article. Mais là, du coup, avec le Maroc, voilà. Finalement, il y aurait peut-être des points communs entre différents peuples qui peuvent se jouer aussi au niveau du rapport à la nationalité, ou en tout cas du rapport à l'identité, qui n'est pas forcément une identité nationale, quoi. Voilà. Du coup, au final, est-ce que les Juifs sont le seul peuple diasporique aujourd'hui ? Bah non. C'est le seul peuple sans nation, on va dire qu'imaginez qu'Israël n'existe pas. Enfin, qui a été un peuple sans nation, entre guillemets, pendant des siècles, pendant des millénaires, les Juifs. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le seul peuple sans nation ou quoi que ce soit ? Absolument pas, absolument pas. Donc c'est pour ça peut être aussi une manière de dégrossir plein de trucs et plein de fantasmes, d'appréhender la nationalité, l'identité, à travers un prisme qui n'est pas vivre sur un territoire donné avec des frontières données, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que je voulais lire cet article, voir ça, mais par rapport en plus au foot et à France-Maroc, je trouve ça trop cool. Je trouve ça vraiment hyper intéressant, quoi. Voilà, allez, on reprend. Évidemment, les binationaux ont toujours occupé un rôle important dans nombre de sélections africaines. L'Europe, et particulièrement la France, formant quantité de joueurs, dont une part conséquente sont des enfants de première ou deuxième génération d'immigrés, sans pouvoir garantir à tous un débouché chez les Bleus. Mais l'époque où le Maroc est un second choix d'opportunisme sportif pour des joueurs binationaux âgés de 25 ans et plus, arrivés à un stade critique de leur carrière et désireux de participer au moins une fois dans leur vie à une grande compétition internationale, est loin. La sélection marocaine parvient désormais à arracher à leur pays formateur et de naissance des joueurs de premier plan, grâce à un projet de jeu clair, des infrastructures de haut niveau et une stratégie bien rodée pour repérer puis attirer de très jeunes binationaux pétris de talent, quoi. Voilà, c'est pas juste le plan B pour des franco-marocains. Je peux pas jouer en équipe de France, donc je vais aller jouer au Maroc qui est une moins bonne équipe. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a des gens qui choisissent des franco-marocains qui auraient pu jouer en équipe de France ou dans l'équipe du Maroc, qui choisissent le Maroc et pas c'est pas de l'opportunisme sportif comme ils disent. Voilà. Les Kurdes, pareil, pas de pays mais une identité culturelle. Oui, alors après les Kurdes c'est quand même attaché à un territoire un petit peu. Enfin, après, bon, pour un franco-marocain aussi, quoi. Mais on peut parler de Kurdistan. Voilà, t'as une zone définie qui s'étale sur plusieurs pays, sur 4 pays différents, qu'on appelle le Kurdistan. Donc c'est que voilà. Souvent les identités comme ça sont quand même plus ou moins rattachées à un territoire à l'origine. Mais effectivement, voilà. Les Roms, par contre, ça c'est aussi un très très bon exemple pour le coup. C'est en plus un exemple qui est européen, donc qu'on connaît tous. Les Roms, c'est un exemple de ça aussi. Voilà, une espèce de peuple sans nation finalement, un peu comme les Juifs historiquement. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Donc, la Fédération royale marocaine de foot a tout misé sur sa sélection nationale, au détriment bien souvent des championnats locaux, parfois exsangues, comme un miroir de la place quand on occupait le royaume dans le concert des nations. Le foot est devenu un élément du soft power marocain, aussi par la capacité du royaume à organiser des tournois majeurs, la Coupe d'Afrique des Nations en 2025, la Coupe du Monde en 2030, aux côtés de l'Espagne et du Portugal. Merci Lemux, merci beaucoup Lemux pour ton 16e mois d'abonnement. Let's go. Pour un joueur binational marocain, il est désormais possible de choisir le pays de naissance de ses parents, par attachement culturel notamment, sans rien sacrifier à la dimension sportive. En témoignent les succès sportifs récents des Lions de l'Atlas sur le plan continental, finalistes de la dernière CAN, comme international. Voilà, là ils ont fait que des bonnes perfs aux dernières Coupes du Monde, quoi. Même si bon, quand même face à la France, faut pas déconner, la France gagne. Ces jeunes joueurs évoluent dans une économie de la promesse, où il n'y a pas de temps à perdre et où il est important de cumuler très tôt des expériences internationales, décrypte Seguir Lazri, sociologue du sport et chroniqueur pour le site du Nouvel Obs. Auparavant, la sélection en équipe nationale était perçue comme l'aboutissement d'une carrière bien construite. Désormais, elle est perçue comme un tremplin pour des jeunes joueurs qui veulent vite faire monter leur cote de popularité. Et au passage, leur valeur marchande. Plus largement, cette équipe marocaine est la démonstration qu'une immigration heureuse et apaisée est possible. Voilà, moi c'est ça que je voulais lire. C'est ça que je voulais lire. Une immigration heureuse et apaisée. Mais oui, on a tellement besoin de ce discours en ce moment. On a tellement besoin d'un discours qui est pas juste un discours, qui correspond à la réalité, quoi. On a tellement besoin aussi d'avoir un discours pour expliquer qu'une immigration heureuse et apaisée est possible. Non seulement est possible, mais existe déjà. Existe déjà et est majoritaire. Est majoritaire en réalité. Alors après, l'immigration, c'est toujours fait de souffrance, et voilà, et ça, c'est à cause des politiques anti-migratoires européennes, etc., quoi. Mais avoir un discours sur une immigration heureuse et apaisée, oui, on a vraiment besoin de ça en Europe aujourd'hui. Parce que la panique anti-migratoire, c'est vraiment au cœur du projet des extrêmes droites européennes, quoi.
C'est même souvent, c'est presque le fond de leur projet en dernière instance, et c'est le point commun, le dénominateur commun entre toutes les extrêmes droites européennes des différents pays, malgré leurs différences. Une extrême droite d'un pays qui est un ancien pays de l'URSS, ça sera pas la même extrême droite que l'Italie ou que l'extrême droite française. L'extrême droite britannique, elle est différente aussi des autres extrêmes droites. Le dénominateur commun entre toutes les extrêmes droites européennes aujourd'hui, qui d'ailleurs n'hésitent pas à s'associer au Parlement européen et sont très très dangereux au Parlement européen, c'est l'anti-immigration. C'est vraiment ça, c'est le plus petit dénominateur commun de toutes les extrêmes droites européennes, quoi. Et donc là-dessus, il faut avoir un discours contre-offensif, quoi. Vous voyez, parce que eux, ils vont pas avec le dos de la cuillère sur le discours anti-immigration. Et donc avoir un contre-discours à ça, c'est effectivement un discours sur cette immigration heureuse et apaisée, qui non seulement est possible, mais existe déjà, quoi. Existe déjà. Et si en plus on peut avoir un exemple de ça à travers le football et la Coupe du Monde de foot, bah trop bien, parce que ça parle à vraiment beaucoup de monde. C'est c'est l'événement le plus suivi au monde, quoi, quasiment. Enfin non, même pas quasiment, tout court. Une immigration good vibes, oui, bon, c'est un peu léger comme manière de parler, mais oui. Ok, donc plus largement, cette équipe marocaine est la démonstration qu'une immigration heureuse et apaisée est possible. Incarnée par des individus pouvant circuler librement d'un pays à un autre, sans entrave, et où l'opportunité leur est offerte de naître dans un pays, d'apprendre à jouer au foot dans un autre, puis d'être recrutés par un club encore ailleurs, tout en ayant le choix de représenter n'importe laquelle de ces nations, du moment qu'ils y résident, y sont nés, y ont vécu, en possèdent la nationalité, ou si l'un de leurs parents en est originaire. Voilà. Et un autre exemple de ça, c'est Michael Olise. Michael Olise, ce joueur de l'équipe de France et du Bayern de Munich, ayant évolué précédemment à Crystal Palace, après avoir été formé à Reading, en Angleterre. Donc voilà, un milieu de terrain là, de l'équipe de France qui est hyper fort, il y a une grosse hype autour de lui, trop stylé. Et c'est un londonien. Il a vécu à Londres toute sa vie. Mais en fait, il est franco-anglais, mais il est même franco-britanno, nigéro-algérien. Je crois qu'il a la quadruple nationalité. Je suis pas sûr qu'il ait les 4 nationalités. Mais en gros, sa mère est franco-algérienne et son père est... c'est Reading, on dit. Oh, pardon. Ah, je suis un gros footix encore une fois. Désolé, excusez-moi. Je suis vraiment pas un spécialiste du foot. Mais en tout cas, voilà, Michael Olise, il a les 4 nationalités, quoi. Sa mère est franco-algérienne et son père est nigérian, mais enfin britannique. Nigérian-britannique. Il a peut-être pas de nationalité. Mais lui, en tout cas, est né au Royaume-Uni, donc voilà. Donc lui, il est anglais, algérien, nigérian et français. Et il a choisi de jouer avec la France. Alors peut-être que c'est un peu opportuniste parce que la France il y a une équipe de zinzin et qui voulait gagner la Coupe du Monde. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est un londonien, vraiment, il parle anglais et tout. Hein, et pourtant, il joue en équipe de France. Et c'est cool en vrai. Olise qui peut jouer pour la moitié de la terre, mais il choisit la patrie du Clacos et du Pinard. Et oui! Let's go! Alors, je sais pas exactement. J'avais lu un truc comme quoi il disait non, mais la France, j'y vais depuis que je suis tout petit, j'adore ce pays, et j'adore ce pays sportivement aussi. Donc je pense qu'il y a des raisons qui sont des vraies raisons de cœur. Il y a peut-être aussi un peu de se dire, bon, bah, la France est ultra forte, la France est favorite à la Coupe du Monde, la France a parmi les meilleurs joueurs, peut-être le meilleur squad de toute la Terre actuellement. Donc voilà. Non, c'est depuis les équipes jeunes qu'il est avec la France. Oui, c'est pas nouveau, on est d'accord. Il était en junior déjà là-bas. D'après Thierry Henry, il a toujours voulu jouer pour la France. Ok. Il passait ses étés en France chez sa famille maternelle. Ok. Il choisit la France parce qu'il voulait suivre le parcours de Zidane. D'accord, ça marche. Mais Thierry Henry, en plus, il a pas un rapport. Dites-moi si je me trompe, je dis peut-être de la merde. Il a pas un rapport avec Crystal Palace, Thierry Henry aussi? Qui était le club d'Olise avant qu'il aille au Bayern? Il y a pas une histoire comme ça? Nope. Je confonds alors. Entraîneur, oui, bah si. Qui a dit nope? Non, c'est Vieira qui l'entraînait? Non, Arsenal. Ah non, mais c'est Vieira, du coup, c'est. Il était coach d'Olise, Thierry Henry. Mais quand ça? À Crystal Palace? Avant? À Arsenal? Mais il a jamais été à Arsenal. Ah non, Henry était le coach de l'équipe espoir de la France qui a pris Olise au JO. Ok. Et à Crystal Palace, c'était Vieira. D'accord. Donc en gros, il a eu des entraîneurs français. Il a eu l'occasion d'avoir des entraîneurs français déjà depuis un moment. D'accord. Ça marche. C'est là que tu vois le côté international du foot aussi, quoi. Voilà. Et c'est là que tu vois que la France, déjà premièrement, on est trop fort en foot. Et du coup, quand tu regardes footballistiquement, il y a des Français partout, quoi. Moi, je trouve ça vraiment chouette. Justement, pour ça, je trouve ça vraiment beau le foot. Il y a un côté vraiment presque internationaliste, quoi. Voilà. Sans compter en plus le fait que parmi les grands footballeurs, c'est beaucoup de gens issus de l'immigration et issus des classes populaires. Hein. Voilà, après, c'est un peu moche que les seules places de choix qu'on laisse dans la société, je sais pas, des Noirs et des Arabes qui vivent en banlieue, dans des cités, c'est d'être soit footballeur, soit musicien, soit rappeur. C'est un peu cliché de le dire, mais c'est vrai, à un moment donné, c'est en mode, bah voilà, soit t'as du succès dans le sport ou dans la musique, sinon nique ta mère, quoi. C'est moche que la société fonctionne comme ça. Mais ceci étant dit, en regardant le verre à moitié plein, bah voilà, un truc comme le foot, je trouve qu'il y a plein de choses, c'est beau. Voilà.
Et le footballeur, c'est pas capitaliste. Si, le football, la FIFA et tout le bordel, c'est ultra capitaliste sa mère. Hein. Voilà. Mais bon, il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Tu peux pas juste arriver et dire le football, c'est capitaliste. Je ne m'intéresse pas au football. Non, 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 non. Ça, c'est du gauchisme que de dire ça, au sens léniniste du terme. Non, il faut regarder les faits sociaux qu'il y a dans le foot, malgré le foot, qu'effectivement, ça soit un milieu en termes de foot business, de diffusion, et qui pue la thune et qui est ultra capitaliste. Certes, mais qui est capitaliste dans le foot? Les joueurs passionnés de football depuis leur plus tendre enfance, qui ont des carrières dans le foot, ou les ayants droit, les diffuseurs, la FIFA et tout ça? Qui est capitaliste dans l'histoire? Et je dirais même qui sont les travailleurs du football? Bah, c'est un peu les footballeurs. Ce qui est contre-intuitif parce que c'est des travailleurs qui gagnent des millions et des millions et des millions. Mais à un moment donné, ceux qui font tourner la machine, ceux dont la machine football business ne peut pas se passer, un peu comme l'usine ne peut pas se passer d'ouvriers, bah c'est les footballeurs quand même, malgré tout. Mais bon, c'est pas que ça. Il y a une ambivalence dans le rôle des footballeurs stars parce que et tout le staff autour. Il y a plein de petites mains, évidemment. Mais il y a quand même ce côté où si les footballeurs arrêtent de jouer, tout s'arrête quoi. Donc ils ont une place là-dedans qui est un peu ambivalente parce qu'il y a un côté où c'est un peu les travailleurs du football d'une certaine manière. Mais quand c'est des stars, ils ont aussi leur image de marque qui possèdent en moins en partie. Donc du coup, c'est pas que des travailleurs. Faut pas non plus grossir le trait quoi. Mais il y a une ambivalence un peu dans la position que peut avoir les footballeurs là-dedans. Donc tu défends les footballeurs rois de l'évasion fiscale? Ah bah non, l'évasion fiscale ça dégage peu importe qui la pratique. Hein. Voilà. Quand c'est un footballeur, c'est comme n'importe qui, et l'évasion fiscale ça pue du cul. Voilà. Et d'ailleurs, il y a des footballeurs qui étaient en mode genre non, l'optimisation fiscale et l'évasion. Et l'évasion fiscale, je vais pas jouer à ce petit jeu-là, j'en ai rien à branler. Comme N'Golo Kanté qui était connu pour ça, et bah force à lui. Voilà. Mais c'est juste qu'il faut essayer de voir les choses avec finesse quoi. C'est pas en mode, on peut pas résumer un footballeur à uniquement un millionnaire qui fait l'évasion fiscale. Voilà. On peut pas résumer les footballeurs à ça. Enfin, si on regarde uniquement ça, on passe à côté de tout un tas de faits sociaux qui sont hyper intéressants. Voilà. Voilà. Salut Krone, comment ça va? Attendez, j'ai les messages. Les joueurs français, le joueur qui s'exporte le mieux dans le monde, oui. J'avais vu une stat de fou, alors je sais plus exactement, c'est mon ami passionné de football là, qui m'avait parlé. C'est qu'actuellement, dans les grands clubs, il y a plus de joueurs qui viennent d'Île-de-France, même pas de France, d'Île-de-France, de région parisienne, que de Brésiliens. Voilà, c'est l'Île-de-France qui domine. Je sais plus c'est quoi le truc pour dire les grands clubs. Je sais pas c'est quoi le critère. C'est un truc comme dans les très très grands, dans les grands clubs, il y a plus de joueurs issus de l'Île-de-France que du Brésil aujourd'hui. Alors que l'Île-de-France, c'est pas si grand quoi. Il y a combien de personnes en Île-de-France? Il y a 10 millions? Je peut-être de la merde. Attendez. 12 millions, voilà, c'est ça. 12-13 millions de franciliens. Alors qu'en Brésil, il y a du monde au Brésil. Hein. 200 millions d'habitants en Brésil. 212 millions d'habitants. Il y a quasiment 20 fois plus de Brésiliens que de Franciliens. Et pourtant, actuellement, là dans le Big Five, ah non, c'est dans le Big Five, c'est pas dans les grands clubs. Dans les 5 grands championnats, Allemagne, France, Italie, Pays-Bas, Espagne, il y a plus de gens issus de l'Île-de-France, de footballeurs issus de l'Île-de-France, que de Brésiliens. La France a une super détection et formation. Ouais, c'est que... En plus, il y a plein de gens, moi je sais que c'est un truc que j'ai souvent entendu dire, comme quoi la France, c'était pas un pays de football, comme pouvait l'être l'Angleterre, l'Espagne ou l'Italie, par exemple. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui, ça? J'ai l'impression qu'au contraire, c'est vraiment un pays de football de fou, quoi, maintenant. Peut-être pas le cas il y a 10, 20, 30 ans, je sais pas, quoi. C'est juste que historiquement, on n'a pas cette tradition du football populaire que peuvent avoir d'autres nations européennes. Mais là, quand tu vois les stats sur les footballeurs français et franciliens en particulier, t'es en mode genre, waouh, c'est impressionnant. Salut coach, oui coach. Ah, t'arrives au meilleur moment. Ça donne des indices sur comment sont fléchés les budgets sportifs en France aussi. Ah, c'est ça que j'aime bien avec toi, coach, oui coach. C'est quand on est sur des sujets comme ça, justement, t'arrives et tu dis des trucs. Tu fais un peu. T'as ce truc-là parfois où quand on parle de foot, t'as des gauchistes qui arrivent avec leurs gros sabots et que t'es en mode genre, oh ça va, vous êtes chiant. Parce que c'est pas hyper intéressant ce qu'ils disent. Mais toi, t'es pas comme ça. Toi, t'arrives en tant que gros gauchiste et spécialiste du sport, t'es un peu en kikinant parce que t'es en mode genre, ouais, bah, il y a plein de sales trucs derrière, mais toi, c'est toujours avec un angle, avec un angle vraiment très pertinent et qui est sportif malgré tout, pas juste gauchiste. Tu vois, je sais pas si je me suis bien exprimé. Mais comment ça va? N'hésitez pas à offrir un sub à Coach We Coach. Hein. Voilà. Coach We Coach, avant, je vous conseille d'aller le suivre sur Twitter, mais il utilise de moins en moins Twitter. Donc, allez le suivre sur Instagram. Voilà. Coach We Coach, coach sportif, du coup, comme son nom l'indique, et entraîneur de handball aussi, sur Paris. Et grand passionné et connaisseur du sport, et gros gauchiste zinzin soumis, en plus. Et pote à moi, et personne très, très, très sympathique. Voilà, voilà. Merci, c'est gentil, j'ai écouté sagement depuis tout à l'heure. Allez le follow sur Instagram. Ça, si quelqu'un peut lâcher son compte Insta dans le chat, et après je fais des petits copier-coller. Allez-y les yeux fermés, hein, franchement, je le recommande.
On se connaît depuis un petit moment, hein, quand j'ai commencé Twitch. Il était déjà là. Voilà. Le handball, quel sport incroyable, vraiment. Un des seuls que j'aime vraiment regarder. J'en faisais quand j'étais ado. Ah, moi, je connais assez mal le handball, hein, pour le coup. Mais oui. C'est vrai qu'après, du coup, quand t'es dans un autre sport, une autre discipline que Je ne sais le pas ce que c'est que le football, super profil. dans le sport en France, peut-être que t'es en mode genre, bah oui, du coup, on est fort en foot. Par contre, dès que c'est d'autres sports que le foot, tu te fais niquer, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Après, c'est toujours pareil, hein, tout un tas d'angles morts qu'on a des discours comme ça, quoi. Mais bon, en tout cas, dans le cadre du foot, parce que je pense que c'est pas non plus, on n'est pas le seul pays au monde qui met le paquet sur le foot, quoi. Donc je pense que c'est pas que explicable par la détection et de flécher les jeunes footballeurs prometteurs vers des clubs, etc., etc. Je pense que c'est pas que ça. Il y a un truc de l'ordre du culturel aussi. Je pense qu'il y a un truc de l'ordre du culturel, qu'on est dans un pays pour tout un tas de raisons. Peut-être aussi des raisons liées à l'immigration, etc., comme on disait là, quoi. C'est peut-être un peu aussi la Nouvelle-France, vous voyez. Je vais raccorder ça avec Jean-Luc Mélenchon. C'est peut-être aussi cette fameuse Nouvelle-France que nous décrit Jean-Luc Mélenchon qui fait qu'on est fort en foot, quoi. C'est pas juste uniquement comment le sport se structure en France. Je pense que c'est un mélange des deux, quoi. Mais je pense qu'il y a des trucs qui sont pas purement sportifs, qui sont plus de l'ordre de la sociologie, qui fait qu'on a trop de jeunes déter pour faire du foot. Une culture foot à la française, en Ile-de-France en particulier, que moi je relierais volontiers à ce concept de Nouvelle-France de Jean-Luc Mélenchon, et je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'on est fort, quoi. Voilà. Après, moi, voilà, en période de Coupe du Monde, je suis un peu chauvin, je vous l'avoue, mais il y a plusieurs manières d'être chauvin, quoi. On peut être chauvin en étant progressiste, woke, internationaliste, pro-immigration, etc., etc. Voilà. Bah, c'est tout le truc que LFI fait, de toute manière. Tout le truc de Mélenchon en campagne, là, le meeting de Saint-Denis, où ça lâche des grands on est chez nous, sauf que les gens qui disent on est chez nous, c'est. Je vais presque me risquer à dire c'est la France black blanc beurre de 1998, celle-là, mais remis au goût du jour, beaucoup plus politique, quoi. Voilà. Bref. En fait, dans cette question, il faut toujours définir ce que veut dire une nation sportive. Est-ce que c'est le résultat du haut niveau, la pratique de la masse, l'accès au spectacle? Bah, c'est aussi, on m'avait dit ça, que c'est un peu un truc en France. Qu'en France, on a des très bons joueurs de haut niveau en foot, mais il y a très peu d'adultes qui pratiquent en club. Très peu de trentenaires qui font des matchs de foot le dimanche, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est comment on le définit, tout à fait. Ou alors c'est le contraire, par rapport à d'autres trucs, par rapport à d'autres pays, je sais plus exactement. J'ai pas envie de dire de la D. Oui, c'est le premier sport pratiqué, mais genre, par exemple, on a moins la tradition qu'en Angleterre des Sunday League. Ils ont des trucs en mode, genre, il y a trop d'endroits en Angleterre où, genre, le dimanche, ça fait des matchs de foot le dimanche matin. Les Sunday League en Angleterre, voilà, exactement. C'est vraiment des personnes comme vous et moi, par contre, c'est des gros darons, etc., qui vont se faire leur match de foot le week-end avec leur petit club, etc., etc. Et je crois qu'en France, ça reste le sport le plus pratiqué. En France, le football, mais on a moins cette tradition du foot vraiment amateur pour le plaisir du dimanche entre adultes, avec des adultes. C'est vraiment un truc où quand t'es enfant, on te met au foot, tu joues jusqu'à un certain âge. Il y a ceux qui restent dans le foot, etc. Non, peut-être que je dis de la merde, hein. Peut-être que je dis un peu de la merde. J'ai pas envie. N'hésitez pas à me corriger, hein. Voilà. Mais je sais que par exemple en Angleterre, le truc des Sunday League, on n'a pas trop d'équivalent en France, hein. J'avais lu un article d'ailleurs sur un truc de Sunday League absolument incroyable en Angleterre. C'était une équipe qui s'était fondée, une équipe de foot. Et c'était des gars du label à la base qui s'appelle Stub Forever. C'est un label de grosse acid techno des années 90 qui faisait des grosses raves dans des hangars de porc. Stub Forever. Et à un moment donné, ils avaient fait leur propre club. Et le principe du club, c'est qu'ils allaient jouer le dimanche en after. Ils faisaient leur soirée, ils dormaient pas de la nuit, ça prenait des tasses et ça se bourrait la gueule à la Stella Artois là. 15 cans of Stella pour ceux qu'on la ref. One Night in Hackney. Dave the Drummer. C'est tous leurs là, quoi. Et du coup, ils avaient fondé leur propre petit club pour aller faire les Sunday League en mode after. Et du coup, c'est le bordel. Souvent, pour avoir tous les joueurs, ils allaient prendre les gens qui étaient encore réveillés dans les soirées. Ils étaient en mode, qui va jouer au foot avec nous maintenant? Vous savez jouer au foot? Non, c'est pas grave, venez. Venez. Et ça allait jouer au foot, quoi. Et genre, ils faisaient que perdre et tout, mais genre, il y avait un truc où genre, ils ont gagné un match ou deux, c'était la folie en mode, genre, yes, on a gagné! En after, quoi. Voilà. Ça, typiquement, on imagine mal ça en France, quoi. Et là, en plus, c'est un truc au croisement de la culture football anglaise et de la culture rave anglaise des années 90. Moi, j'avais lu cet article, j'étais en mode genre, waouh, incroyable. Attends, j'essaie de retrouver. C'est en anglais, mais j'essaie de retrouver. Sub Forever, Football, Rave, Sunday. Faudrait que je le retrouve. Je sais pas si c'était directement le label Sub Forever. Dave the Drummer. Est-ce que quelqu'un a la rêve de ça? Parce que je l'ai pas inventé, hein. J'avais lu un article il y a longtemps. Je trouve pas, attendez, j'enlève Sunday. Je retrouverai pas.
Attendez. Rave, acid, techno, football. Oh, je retrouverai pas. Faudrait que je retrouve. Mais j'avais vraiment lu un article là-dessus, c'était incroyable, quoi. Bon bref, allez, on continue. Intéressant en tout cas cet article et la discussion que ça engage, quoi. Pas la ref, mais ça m'intéresse. Ou alors j'avais lu un article là-dessus, ça parlait de gens qui allaient se mettre des poutres de kétamine à la mi-temps. Ça devait être ça. Ça devait être le même article. Ça me dit quelque chose aussi. Surtout qu'en plus, voilà, la kétamine, c'est devenu très populaire un peu partout en Europe et en France en particulier, il y a peut-être 10-15 ans, quelque chose comme ça. Surtout il y a ces 10 dernières années. De base, les grands spécialistes de la kétamine en milieu festif, c'est les Anglais. Hein, voilà, notamment dans des villes comme Bristol et compagnie. Énervé, quoi. On est d'accord, Young 1312, t'avais lu un truc comme ça aussi? Attendez, je vais voir si je trouve pas en mode juste. Je vais taper kétamine Sunday League. Si, c'est ça, c'est un article de Vice. Exactement, c'était ça. Fallait que je tape kétamine. Du coup, c'est pas lié à des drummers et tout ça? Ah, j'ai peut-être un peu tout mélangé. C'était le FC Inter Avinit, voilà, c'est ça. Et si, voilà, c'est ça. C'était une référence à un morceau de Chris Liberator, du coup, qui est justement un des mecs du label Step Forever, qui est de la grosse acid techno dans les 90s. Le FC Inter Avinit. Ah bah, il y a l'équipe en français. Il y a la version en français, je veux dire. Donc c'est cet article-là. Rave, techno et football, la courte histoire de mon équipe amateur. 1998. Tatati tatata. L'équipe s'appelait FC Inter Avinit en référence à l'Inter Milan et l'expression Avinit, équivalent de having a good time. C'est pas expliqué là dans la version française, mais effectivement c'est une référence à Chris Liberator. C'est trop bien, Chris Liberator. C'est vraiment le genre de. Je vous le mets en anglais plutôt, et puis si vous le cherchez en français, vous irez le chercher en français. Il a l'air plus complet en anglais. Voilà. Le FC Inter Avinit, c'est ça. Trop bien. Bon, allez, bref. On va reprendre l'article. Du coup, on disait, ouais, la France trop fort, les doubles, triples, quadruples nationaux au football, stylé. Let's go. Voilà. Bon, j'en étais où? J'en étais ici. Georges Ballandier, ethnologue et sociologue français, disait à propos de l'époque contemporaine, marquée par les migrations, le métissage, les legs du colonialisme et de l'esclavagisme, les mobilités de travail et la multicitoyenneté, que je cite, nous sommes tous, en des formes différentes, en situation post-coloniale. Le football de haut niveau moderne, semble-t-il, est l'une des rares industries à avoir embrassé cette réalité, évidemment par intérêt. Les footballeurs, à l'image des milieux professionnels spécifiques où évoluent des personnes hautement qualifiées, des cadres avec des ressources et des compétences rares, bénéficient d'exceptions aux règles de contrôle, de circulation et de travail entre pays, analyse Patrick Simon, sociodémographe à l'Institut national d'études démographiques. Les clubs de foot, mais aussi les équipes nationales, sont en fait des vitrines multinationales et multiculturelles. En effet, à chaque période de transfert, des joueurs étrangers quittent leur pays natal pour gagner des contrées en proie à des poussées xénophobes, de la même manière que des stars du ballon rond à la fois musulmanes revendiquées rejoignent des pays gagnés par la fièvre islamophobe sans susciter de résistance ni de commentaires stigmatisants. C'est vrai qu'on peut voir aussi le verre à moitié vide et se dire tout ça, c'est vraiment l'exception qui confirme la règle du racisme et du rejet, quoi. Mais bon. Le meilleur exemple étant celui de Mohamed Salah, attaquant égyptien, ayant écrit sa légende sur les rives de la Mersey, dans le mythique club de Liverpool, au moment même où l'islamophobie et la haine des étrangers gagnaient du terrain en Angleterre. Ces excellentes performances ont, selon des chercheurs de l'université Stanford, permis d'abaisser de 20% le nombre de crimes anti-musulmans dans le comté du Merseyside. Pardon? Attends, quoi? Les excellentes performances de Mohamed Salah ont permis d'abaisser de 20% le nombre de crimes anti-musulmans dans le comté du Merseyside? Mais non, mais oui, non, alors ça a beau être l'exception, vitrine d'une industrie ultra-capitaliste, tatati tatata, comme je disais, bravo le foot, hein. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Oh waouh! Oh waouh! Quand je vous dis que c'est un sujet éminemment politique et que même si vous aimez pas le foot, les gauchistes, faut s'y intéresser parce que c'est un truc de zinzin le foot. Quand tu t'intéresses par l'angle de la, on va dire de la politique et de la société, c'est un truc de zinzin quoi. Des jeux et du pain quoi, haha. Ouais, mais au bout d'un moment, si le pain et les jeux, ça permet de réduire l'islamophobie et les crimes de haine anti-musulmans. Est-ce que c'est pas intéressant à minima de s'y intéresser au lieu juste de dire c'est des pains et du jeu, il faudra faire la révolution. Hein. La religion, c'est l'opium du peuple. Ça, c'est du discours un peu de demi-habile, si vous voulez, mon avis. Voilà. En tout cas, c'est un sujet idéal pour les sociologues. Bah, de fou, hein. De fou, hein. Waouh.
En réalité, on voit bien comment des personnes d'origine immigrée peuvent être perçues comme complètement assimilées lorsqu'elles sont capables de susciter de l'enthousiasme et de créer de l'adhésion derrière elles. D'un coup, leur origine n'a plus aucune importance, embraye Patrick Simon. C'est un phénomène assez instructif puisqu'il bat en brèche les généralités qu'on entend sur la difficulté à accommoder l'immigration et sa perception comme quelque chose de contradictoire avec l'esprit local ou national. Donc c'est à la fois horrible parce qu'on se dit ah bah la seule manière de pas être victime de racisme et d'islamophobie c'est de gagner des Ligues des Champions. Ah bah super. Et bah super pour tous les autres. Vous voyez, c'est un peu horrible quand on voit ça comme ça. Mais c'est aussi, on peut voir ça comme battre en brèche un discours. En gros, ça montre le déjà là de l'intégration, quoi. Et ça donne un peu espoir sur si on se donnait les moyens, collectivement, d'intégrer dans une société multiculturelle les gens issus de l'immigration, au lieu juste de les tenter les noyer dans la mer, ou s'ils arrivent à arriver jusque dans le pays, les faire dormir sous des ponts à Stalingrad, et ben en fait, tout se passerait très bien, en fait. Il y a rien. Il y a rien qui est impossible en termes d'intégration. Parce que quand les choses se passent bien, les choses se passent bien. Et même les racistes, ils sont en mode genre, bon, ça se passe bien, donc en vrai, ça va. Ça va. Ils l'acceptent. Et en fait, là où c'est pas normal, c'est que se passer bien, le seul exemple qu'on a de se passer bien, entre guillemets, hélas, et ça, c'est à cause de toute cette propagande d'extrême droite, évidemment, bah, c'est des Mohamed Salah qui gagne des Ligues des Champions, quoi. Et ben. On est d'accord qu'il a bien gagné la Ligue des Champions avec Liverpool. Parce qu'il avait fait deuxième, et l'année d'après, il avait fait premier, Liverpool. Il y avait Mohamed Salah les 2 fois, on est d'accord. J'ai pas envie de dire de la merde d'un point de vue football. Oui, parce que moi j'avais maté que la première. J'avais maté la première finale. C'était Liverpool contre le Real, non? Oui, c'était contre le Real. Il s'était fait blesser direct. Il s'était fait blesser instantanément, du coup il avait pas trop fait le match. Ils avaient perdu contre le Real. C'est quand il y avait une retournée acrobatique de, comment il s'appelle, de Bale, c'est ça? Gale. Je me souviens plus de son nom. Lui, je me connais pas beaucoup en foot. Il y avait eu un but de zinzin, une retournée acrobatique de fou là. Et après, ils ont rejoué en 2018, voilà, c'est ça. Et après, en 2019, du coup, Gareth Bale, c'est bien ça. J'ai mélangé le nom et le prénom. Bale. Oui, Gareth Bale, c'est ça. C'est bien ça, je dis pas de la merde, c'était à ce match-là. Quand ils avaient fait sa retournée acrobatique. Et après, j'avais pas maté la deuxième finale de Liverpool, ils avaient gagné. Mais c'était contre une autre équipe anglaise, si je dis pas de bêtises. C'était 2 équipes anglaises en finale de Ligue des Champions. Ils avaient gagné contre qui, du coup, la deuxième fois? J'ai oublié. Tottenham. Ah, mais oui! Tottenham. C'est la fois où Moussa Sissoko avait fait une main dans la surface de réparation. Ok, c'est bon, je l'ai. Je l'ai. Les Tottenham Hotspurs, bien sûr. Ok, bon allez, on reprend. Évidemment, le football n'est pas un espace préservé du racisme et des généralités culturalistes. Mais il est un domaine où des enfants d'immigrés peuvent facilement trouver leur place, y compris la meilleure des places, à l'inverse du domaine politique, par exemple, à condition d'être performant. Et ça, c'est le problème. On vit toujours bel et bien dans ce monde capitaliste où la condition pour être accepté, c'est d'être performant, quoi. Et ça, c'est vraiment le... Je sais pas si c'est le cœur du problème, mais c'est un sujet de zinzin. Merci beaucoup Mediapart pour le raid. Let's go. Bonjour, c'est la gauche. Alors ça tombe bien Mediapart. Ça tombe bien, ce raid arrive pile au moment où on est en train de lire un très bon article de Mediapart, figurez-vous. Voilà, c'était un article de Younes Abzouz sur France-Maroc, comment le football bat en brèche les discours anti-immigration. Très très bon article. Hein. Tu vois, je l'ai vu passer, je suis en mode genre, parfait. Après le France-Maroc d'hier soir, parfait pour pouvoir parler de ça. Tout simplement. L'article est vraiment bien et c'est un très très bon support pour... C'était la Mediapartinale d'Host. Ok, bah merci Host et Mediapart du coup pour le raid. Tu es bien informé en matière de foot, c'est cool. Je suis pas un grand footeux, hein, encore une fois. Bon, allez dire ça, hein. Moi on m'a traité de footix, on s'est foutu de ma gueule comme quoi c'était une honte que je parle de foot sur internet parce que je piquais la place aux vrais passionnés. Hein. Mais il y a du vrai dans cette critique. J'entends la critique, mais c'est pour ça que j'essaye de pas trop dire de la merde et que je vous pose des questions et que j'ai pas envie d'être ce gauchiste semi-fouteux gaze qui sort des takes de demi-habile de con, quoi. Voilà, j'essaye de faire des efforts parce que vraiment je respecte énormément le football et je respecte énormément les passionnés de football, quoi. Voilà. Donc j'essaye de faire de mon mieux, espérons que ça se voit, quoi. Voilà. Bref, j'en étais où? En tout cas, merci Mediapart. Merci beaucoup Mediapart pour ce raid et merci pour cet article, très très bon article, quoi. Voilà. Très bon, comme je disais, très bon support pour faire un react et pour faire c'est pas bon un react, mais pour faire un live Twitch parce que du coup là ça part dans tout un tas de discussions diverses et variées, à la fois sur le foot mais aussi et surtout sur qu'est-ce que c'est qu'une nationalité, comment on intègre des personnes immigrées, c'est quoi le problème, d'où vient le racisme, etc. Franchement l'article est trop bien et je suis très content de le lire en live, c'est vraiment cool. Voilà, je trouve que cette séquence est très très chouette. J'en étais où du coup? Oui, j'en étais là. Oui, on disait, évidemment, le football n'est pas un espace préservé du racisme, mais en tout cas, quand même, effectivement, des immigrés et fils d'immigrés peuvent être
parfaitement intégré à condition d'être performant, et c'est ça le problème. Dans notre société capitaliste, si t'es pas performant, au bout d'un moment, on te laisse bien crever. Par ailleurs, l'équipe nationale marocaine, mais aussi française, elle aussi composée en très grande majorité de joueurs binationaux, reflète la manière dont se vivent les identités nationales, à la fois plurielles et non exclusives. Pour nombre de joueurs, qu'ils optent pour leur pays de naissance ou d'origine, ou plus rarement de résidence, l'entrée par la nationalité est restrictive et ne dit rien de leur faculté à combiner une nationalité sportive et un attachement d'ordre culturel ou citoyen, que ce soit pour leur pays d'origine ou celui dans lequel ils ont grandi et vivent. Le vrai enjeu, c'est celui de la bi-appartenance, la bi-identification, la biculture. Décrivait déjà le sociologue Marwan Mohamed dans un article publié en 2022 à l'occasion d'une précédente rencontre, France-Maroc. En réalité, la binationalité se vit à 1000 lieues des représentations stéréotypées de l'extrême droite. Il n'est pas rare d'entendre des Français et des Françaises d'origine étrangère revendiquer une culture et une appartenance plurielle, parfois sans avoir jamais posé les pieds dans le pays de leurs parents, de leurs ancêtres. Précisément, les liens intergénérationnels de l'histoire et l'histoire familiale créent un rapport intime avec le pays d'origine. Bah ça, il y a un exemple en France, qui est peut-être probablement l'exemple le plus répandu, c'est les Franco-Algériens, quoi. Voilà. C'est des gens parfois d'origine algérienne, souvent qui ont la double nationalité, qui ont vécu en France toute leur vie, parfois qui n'ont jamais été en Algérie de leur vie, souvent qui parlent pas arabe ou quoi que ce soit, et ils se sentent algériens. Ils se sentent vraiment, vraiment algériens. Ils sont vraiment algériens. Mais ils sont aussi vraiment français. Est-ce qu'au final, ils seraient pas franco-algériens? Bah si. Mais franco-algérien, c'est français et algérien, t'es les deux. Un franco-algérien, c'est peut-être une identité à part entière, franco-algérien, mais un franco-algérien n'est pas moins français qu'un français. Vous voyez? Les Portugais aussi, de fou. Bah après, beaucoup de gens issus de l'immigration. Hein. Les Portugais, les Italiens, les Espagnols, les Algériens. Voilà. Et puis, bon, pareil pour les Sénégalais, les Maliens, les Ivoiriens, évidemment, évidemment. Mais l'exemple, peut-être qu'on a qui est le plus, pas central, mais l'exemple type pour moi en France, à mes yeux en tout cas, c'est peut-être les Franco-Algériens pour le coup. Voilà. Parce qu'en plus, le souvenir franco-algérien, enfin l'histoire franco-algérienne est une histoire extrêmement douloureuse, une histoire faite de massacres et de colonisation et de conquête avant même que ce soit la phase coloniale, de conquête sanglante. Puis après, il y a eu la guerre d'Algérie, etc., etc. Voilà quoi. Donc peut-être que les franco-algériens, c'est peut-être le cas d'école le plus typique. Bon, après, attention, je dis pas que je dis pas que l'histoire franco-sénégalaise, franco-malienne ou franco-ivoirienne n'est pas douloureuse. Évidemment, dès que c'est de la colonisation, c'est ultra douloureux, quoi. Mais il y a eu la guerre d'Algérie, quoi. Il y a eu la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, c'est un événement fondateur de la Ve République et central dans l'histoire contemporaine de la France, qui fait qu'il y a presque un petit truc en plus avec les franco-algériens, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, les racistes, souvent, détestent particulièrement les Algériens. Hein. T'as des racistes un peu... T'as un type de raciste qui sont genre non, les Noirs ça va, non c'est les Arabes qui foutent le bordel, c'est les Algériens le problème, les Noirs ça va. Et puis il y a des Noirs des Outre-mer, ça reste des Français quand même. Ce type de raciste existe. Hein. Je suis sûr il y en a, vous voyez de quoi je parle. Je suis sûr il y en a, vous voyez de quoi je parle. Vous avez peut-être des oncles, des tantes, des amis de collège que vous voyez plus maintenant qu'on ce discours-là. Genre les Noirs ça va, le problème c'est les Arabes et surtout les Algériens. Ça c'est un discours de raciste qu'on entend assez régulièrement, quoi. Mais bon, bref. J'en connais, ouais, réel, bah ouais. Aïe. Aïe. Tous ensemble contre les Anglais. Ah là, c'est la Coupe du Monde. Donc là, c'est tous ensemble contre la très raciste Argentine. Ok, allez. On va finir l'article. C'est parti. En réalité, la binationalité se vit à 1000 lieues des représentations stéréotypées de l'extrême droite. Il n'est pas rare d'entendre des Français et J'ai déjà lu ça. Dans le cas du Maroc, l'attrait de la sélection pour les joueurs binationaux est aussi le fruit d'un investissement de longue date du royaume dans le maintien des liens entre le pays et la diaspora. Depuis la fin du XXe siècle au moins, les autorités du pays apportent un soin particulier à la conservation des relations avec les familles marocaines installées à l'étranger, à travers une kyrielle de dispositifs gouvernementaux. En 1980 est créé le statut de Marocain résidant à l'étranger, et en 1990 est fondé un ministère chargé des affaires de la communauté marocaine résidant à l'étranger, afin de stimuler les liens économiques, culturels et politiques avec les émigrés. L'objectif, entre autres, est de faciliter la réintégration des MRE, de retour au pays à travers des avantages fiscaux, mais aussi de donner aux jeunes d'origine marocaine le goût du pays. Des programmes estivaux sont ainsi mis en place par le biais des colonies de vacances, et l'apprentissage des langues marocaines dans le pays de résidence est facilité. Ce soin exceptionnel apporté au renforcement des liens avec le pays d'origine a permis à des millions de familles d'origine marocaine de préserver ces liens à travers la langue, la religion, la gastronomie, les voyages d'été, les transferts de fonds, les liens familiaux et la mémoire culturelle, a écrit le média panafricain Africa is a Country. Le match France-Maroc de jeudi soir est donc l'occasion de retrouvailles pour nombre de joueurs marocains, avant peut-être, en cas de victoire, de nouvelles réunions avec l'Espagne ou la Belgique, deux pays de naissance de plusieurs joueurs des Lions de l'Atlas. Eh ben non, au final. Non, c'est la France qui a gagné quand même, faut pas déconner. Voilà. Vive
Vive les franco-marocains. Je ne sais pas ce Vive que c'est que le super tous ces gens un peu cosmopolites au final. J'utilise cosmopolite à dessein. C'est un mot à la base qui a été utilisé par l'extrême droite pour être antisémite tout du long du XXe siècle et du XIXe siècle. Non, voilà. Vive ces nouveaux cosmopolites. Ils sont à la fois français et aussi qui ont une deuxième nationalité qui est un pays anciennement colonisé. Bon, c'est un protectorat précisément le Maroc, mais voilà. Vive ces nouveaux cosmopolites. Voilà. Comme ça, en plus, ça permet de créer le lien entre la haine anti-minorité principale, on va dire, de l'extrême droite actuelle, qui est l'islamophobie, et les arabes et les noirs, pour y aller rapidement, et l'antisémitisme historique de l'extrême droite. Cosmopolite, ça veut dire citoyen du monde. Ça veut dire quelqu'un qui n'est pas rattaché à une terre, quelqu'un qui n'est pas enraciné dans une terre. Voilà. Et donc, cosmopolite, c'est vraiment un terme qu'utilisait l'extrême droite historiquement pour désigner les juifs, quoi. C'est c'est quoi ce peuple sans nation c'est des parasites, quoi. Vous voyez, des parasites cosmopolites qui parlent le langage de la finance au lieu d'être enracinés dans notre bonne campagne française de génération en génération. Du coup, c'est antisémite fort. Oui, utilisé par l'extrême droite. Historiquement, cosmopolite, il y a eu beaucoup d'utilisations antisémites. Après, cosmopolite en soi n'est pas un terme antisémite, quoi. Voilà. En tout cas, moi, je me sens prêt à réapproprier le terme cosmopolite pour dire yes, let's go. Soyons cosmopolites. Parce qu'en plus, voilà, c'est un peu ce que dit cet article. On peut être cosmopolite entre guillemets. On peut être de plusieurs identités différentes. On peut avoir une polyidentité qui n'est pas directement rattachée à un territoire et un lieu de résidence surtout, et à une frontière, quoi. Voilà. Et ça, je trouve ça beau. Moi, je trouve ça beau. Je trouve ça vraiment beau. Et je pense que l'avenir sera comme ça. Pour une simple et bonne raison. Enfin, pour deux raisons. C'est pas si simple que ça. C'est que déjà, de base, l'humanité a toujours fonctionné par migration. Voilà. La France est issue de migration. Mais pas que la France, le monde. Le monde est fait de migration depuis que l'homme est homme. Mais depuis la préhistoire, j'ai envie de dire. Hein. Voilà. Avant même la sédentarisation, l'histoire de l'humanité, l'histoire d'Homo sapiens est faite de migration. Vraiment. Vraiment, 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 vraiment. Et il se trouve que depuis le 19e siècle, on a un concept qui s'appelle la nation. Depuis le 19e siècle. Voilà. Il y avait d'autres concepts avant, l'Ancien Régime, le Royaume, etc., etc. Mais ce concept de nation qui est arrivé au 19e siècle et qui est là, qui existe. Même si on est antinationaliste, même si on est internationaliste, même si on est pour l'abolition des frontières et qu'on trouve que le concept même de nation, c'est un concept qui pue un peu du cul. Quoi qu'il en soit, ce concept, il est là et il est installé. Qu'on le veuille ou non. Voilà. Il y a des gens qui sont attachés à leur pays, pas pour des raisons nationalistes, mais ce pays, quand même, parfois, souvent, se manifeste à travers une nation. Vous voyez ? Donc je veux dire, vu que l'humanité est faite de migration et que l'homme fonctionne comme ça depuis toujours, littéralement, et que maintenant, depuis 200 ans, on a le concept de nation qui existe et qui régit quand même un peu les nationalités et les différentes identités culturelles, vous voyez ? C'est pas le seul truc qui régit les identités, mais c'est quand même un truc qui régit les identités, qu'on le veuille ou non, quoi. Et peut-être que justement, quand on prend ces deux faits-là, l'humanité est issue de migration et on a des nations aujourd'hui, le concept d'être multinational et le concept d'identité nationale qui n'est pas rattaché directement à un lieu de résidence, ce concept de polynationalité, c'est peut-être justement le concept même de nation et de nationalité qui évolue à l'épreuve des migrations liées à l'Europe. Vous voyez ? Et donc en fait, c'est le futur. L'avenir sera probablement comme ça. L'avenir sera probablement plus comme ça. En tout cas, il faut que l'avenir soit comme ça. Parce que si l'avenir n'est pas comme ça, c'est-à-dire que c'est les fascistes qui gagnent à la fin. C'est-à-dire qu'on fait l'Europe forteresse, que c'est le repli nationaliste, identitaire, raciste et suprémaciste blanc, quoi. Voilà. Donc là, un peu tous les thèmes qu'on a abordés à travers cet article, en gros, c'est l'avenir. C'est l'avenir, c'est le futur. Et si ça, là, tout ça, c'est pas le futur, c'est que les fascistes auront gagné. Voilà. Donc, vive l'immigration, vive les visions modernes de la nationalité et de l'identité, vive les multinationaux, vive les cosmopolites déracinés, vive le sport, vive le football, allez les Bleus, et bravo au Maroc, très beau match. Voilà, ça sera ma conclusion. Dites-moi ce que vous en pensez, la team YouTube, en commentaire. N'hésitez pas à laisser un petit com, liker, partager. Voilà, voilà.